Serena, is it fair if I want to hand over the mic to you at this point? Or? Sure. Hi, everyone. Thanks for taking the time to join us tonight. We did one of these sessions, two of these sessions actually last year, and it was really well received and super successful. So we wanted to offer it again this year to anyone who's going to be at Gold, doing their Gold for the first time. So a little introduction from me. My name is Serena Trottier. I have been skiing the marathon since 2008, and I started as a tourer and very quickly fell in love with the event. I now have a permanent bib, which I'm super proud to have, and this year will be my 7th Gold. I have stayed at Gold Camp, I think 9 times, so I don't always finish. So yeah, that's just a little bit of information for you guys. It's not an easy event, but we're here to give you some tips and tricks and answer any questions you have about the event. So I'm going to go ahead and share my screen. Une des choses, vous avez remarqué qu'on a l'habitude, on va dans les 2 langues sans arrêt. Je ne vais pas toujours répéter ce que Serena elle a dit, mais des fois, quand je vois que c'est un peu différent ou que je veux ajouter quelque chose, je vais certainement le répéter en français. Une des choses qu'elle vient de dire qui est importante, c'est que j'ai dit avant que la catégorie or, c'est une catégorie assez difficile, surtout quand c'est la première fois. Faire argent et bronze sans un gros pack-sac, c'est quand même pas mal différent. Et l'aspect de Vidéo, c'est très commun que la première fois, on ne réussisse pas. Donc, il ne faut pas être trop stressé là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour avoir du fun. Et c'est un gros défi. Mais qu'il y a beaucoup de monde qui vont le finir. Ça dépend des personnes qui vont le finir, je dirais, 2 sur 3 fois. S'ils font 5 or, comme vous savez qu'après 5 or, on a son dossier permanent. Ça prend plus que 5 ans pour la plupart du monde pour avoir leur dossier permanent. Ça peut leur prendre 6, 8, 9, même 10 ans des fois, dépendant de son expérience et de niveau de skieur qu'on est. Thanks, Rael. Sorry for those of you that heard my dog barking. I can't ask you to go on mute, Serena, because you're the talker. No, I know. Okay, hopefully he's done doing that. Okay, so I'm gonna go ahead and share the screen. And just give me a thumbs up if you guys can see. All good? Okay. So just a couple of, let's see if I can figure out how to click forward here. Here we go. Okay. So as Rael said, I'll do the English portion and then he will sort of recap in French. So the topics we're going to cover tonight are a packing list for you guys. We'll talk a bit about Gold Dorm and what to expect there, checkpoints, the food, the drink, the waxing stations that we have, and Gold Camp itself. Juste un peu avant de donner une chance de répéter, s'il vous plaît, before you change the slide. Sorry. That's okay. Donc, ce soir, on va parler un peu de l'équipement qu'on doit avoir avec nous dans son pack-sac. Il ne faut pas oublier qu'on a un pack-sac typiquement qui est entre 40 et 60 litres. Ça dépend de la personne. Et les petits détails de comment les logistiques vont se passer au dortoir cette année. Et qu'est-ce qui se passe au point de contrôle, la nourriture, le partage et s'il faut employer des skin skis. Maintenant que c'est plus dispo et une meilleure performance que dans le temps avec les skis qui n'avaient pas besoin de partage. On va regarder la liste d'équipements dans le... Oh, on a 2 fois sur la liste d'équipements, c'est écrit 2 fois. Oups! Et qu'est-ce qui se passe au camp or aussi? On va parler des détails de la soirée quand on arrive au camp or et le matin. Okay, so for a pack, I get asked this question quite a bit. 35, I'd say, is the smallest pack that I've seen out there, typically carried by someone with a small frame.
I personally carry a 44-liter pack, but Rael said anywhere between 40 to 60 is a good general guide. You want to have, my preference is to not have to stuff my pack, so I want to have a little bit of extra room so that I'm not cramming stuff in there, making it hard to get things in and out. And also for years where, you know, there might be some interesting weather, it's really cold, you need to pack extra layers, or maybe it's raining, you want to have like a shell or something like that in your pack. So between 40 and 60, I'd say is your guide for that. Une des choses qui est, I'm just going to jump right in and interrupt you, Mhm. Serena, you're good with that. Yeah. Une des choses pour la grosseur du pack-sac, c'est peut-être un peu évident, mais avant, j'ai dit 40 à 60 litres. Naturellement, si on est quelqu'un qui fait 5 pieds 2 et on pèse 110 livres, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 6 pieds 2 et qui pèse 200 livres. Donc, tu sais, le sac de couchage est plus gros, la bouffe qu'il faut avoir est plus gros, le plus on a de poids à porter avec nous à travers l'événement. Donc, on voit des packs-sacs, je dirais même 65, 70 litres. En mon opinion, c'est un peu trop gros. C'est une chose si on est un débutant ou si on est quelqu'un qui est très costaud et très compétent en ski de fond. Naturellement que ceux qui sont très forts, ils arrivent à avoir des plus gros pack-sacs et plus de luxe avec eux. Mais quand on est débutant, je dirais une bonne place à commencer, c'est un pack-sac entre 40 et 60 litres. Et je suis sûr qu'on parlera du poids un peu plus tard, mais je dirais environ entre 18 et 25 livres. Encore une fois, ça dépend de la personne. J'ai un pack-sac le mien pèse moins que 16 livres, mais puis je suis 6 pieds 1. Mais ça m'a pris des années avant d'arriver à là. Au début, quand j'étais débutant, il y avait des équipements qui étaient un peu moins bons et je voulais avoir certaines choses pour être sûr que tout allait bien fonctionner. Donc, le plus on a de choses, le plus on peut résister à les intempéries ou les changements, ou on a plus de bouffe. Mais naturellement, ça pèse plus. Donc, je dirais que si on a un pack-sac de 28 livres, c'est sûrement un peu trop, je dirais. 25, ce serait comme le maximum, à peu près. Sorry, Serena. No, no worries. So just to speak about what Rael was saying with the weight of the pack, most people are going to be around 20 pounds. Rael, I think you said 16. Yours is about 16 pounds. And he's 6'1". I carry, I'd say, between 17 and 18 pounds. I'm 5'6", 5'7". You know, you want to try to keep it under 25 pounds if you can. I have seen people out there with 40-pound packs. But yeah, it takes some time to get your weight down, like years of practice. And just to add to this, I have a pretty good packing list, and I think Rael does too, that we shared with some folks last year. So if anyone's interested in a detailed packing list, like mine is kind of a spreadsheet. I have the weights of all my items in there as well, so it's pretty detailed. I'm happy to share that with you guys. For a sleeping bag, you want something warm. I use a -29 bag, and I use that regardless of the temperature. I get cold, and especially after skiing 80 kilometers, I know I'm going to be cold through the night, even if it's, you know, -5. So for me, that works. I've seen people out there with -15. I would say probably don't want to go too much warmer than that, but you'll know your body and use that as a guide. You're going to want to obviously have a compression sack for your sleeping bag. So mine's pretty big, -29, and I fit it into a 25-liter compression sack, and I squish it down as small as possible to stick it in my pack, and it goes right at the bottom. It gives a good base for all the stuff that I put on top. Pour répéter donc le sac de couchage, je pense que beaucoup de monde a à peu près -30. Le mien est aussi, Serena disait que le sien est à -29. Pendant des années, j'avais un sac de couchage qui était -40, mais qui était assez lourd. Éventuellement, quand j'ai commencé à faire mon pack-sac de plus en plus léger, j'ai lentement changé l'équipement que j'avais. J'ai été un sac de couchage qui est à -30.
Il y a certainement du monde qui vont avec moins 15, moins 18. Je dirais que c'est comme un peu, à la limite. Beaucoup de nuits, il fait à peu près moins 15, moins 20. Mais aussitôt qu'il fait moins 25 et qu'il arrive très souvent au marathon d'avoir une nuit de moins 25, c'est un petit risque d'avoir un sac de couchage qui est pas assez chaud. Donc, d'avoir à peu près moins 30, c'est une bonne idée. Et aussi, ça dépend si on a comme une doudoune qui est assez grosse, un jacket avec beaucoup d'édredons, de down dedans. Donc, naturellement, on peut employer ça à l'intérieur du sac de couchage aussi. Et naturellement, la plupart du monde, à moins que si quelqu'un est vegan, je ne sais pas comment on dit vegan en français, je m'excuse, euh, le monde emploie des sacs de couchage qui sont en duvet et non synthétiques, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds quand ils sont synthétiques. Okay, so down jacket, that's a given. You're going to need one of those. I carry 2 with me. The reason I carry a heavy one, like a big puffy for Gold Camp, it's probably like 800 fill. And then I do carry a lighter one with me. Generally every year, unless it's really warm. And I use that to throw on my body when I'm at the checkpoint, so I don't get too cold when I'm moving through, getting food, using the washroom, whatever it is I need. But for Gold Camp, you're going to want a pretty thick, puffy jacket because, yeah, like you skied 80K, you're going to be chilly. I'll just quickly talk about the pants that would go along with that. So I wear a pair of insulated pants. They're not very thick, but they just give me a little bit of extra warmth on my legs. Lots of other people will just bring like a hard shell pant, like a rain pant or a Gore-Tex pant, and that's sufficient for them. So yeah, just you'll want to have something to put on your legs over top of, you know, your ski pants, your base layers, or whatever it is you're going to hang out in camp in, and a good down jacket. Donc, un peu plus tard, on va discuter de qu'est-ce qui se passe quand on arrive au camp Or. Mais évidemment, une des choses qu'on va faire, on va changer dans du linge sec. Et ce qui est important, c'est d'avoir un jacket, un duvet qui est assez gros. Et aussi, c'est quoi qu'on aura sur les jambes. Dans le temps, j'avais souvent comme un genre de pantalon fleece, ou c'était presque même comme des caleçons longs, mais c'était pas en coton, c'était en fleece, du polar fleece. Puis par-dessus, j'avais quelque chose qui était windproof, qui était à l'épreuve du vent. Depuis quelques années, j'ai changé. J'ai des pantalons qui sont aussi en duvet. Ça se trouve, il y a une compagnie qui s'appelle Rab qui fait ça. Euh, J'admets que c'est un petit peu dispendieux, euh, mais vu que je suis quelqu'un qui fait le camp hors d'année après en année, ça vaut l'investissement pour moi, puis je fais beaucoup d'activités dehors en hiver. C'est un pantalon qui est très, très léger et qui est aussi isolant. Okay, so for your feet, hut booties or down booties. I actually brought a pair. I have a pair here with me so I can show you. Some of you probably already have these, but this is, I don't know if you can see it because my screen is blurry. I'm out of focus. There you can sort of see it. So just like you can get these at Mech. This one is not down. I prefer not down for my feet when I'm at camp because if down gets wet, it's not warm, right? So a synthetic insulation for your down booties is great. So I just put on, like, when I get to camp, I will talk a bit about this in the next couple slides, but dry socks and my feet go straight into these booties and they stay pretty warm the whole night. Yeah, I'll just quickly talk about the other things. Yeah. So a warm, dry hat as well. So I carry a fleece hat with me just to swap that out. Dry base layers. My base layers that I'll put on when I get to camp are my base layers for the next day. And then, like I said, dry socks. Yeah. So those are the things that you want to have to be able, and you need to change into these as soon as you get to camp. But dry base layers, dry socks, thick mitts
with hand warmers, these guys, hand warmers. I put these in here, and then because you're taking your mitts on and off to do stuff at camp, so if you have the hand warmers in your mitts, they'll just always be warm. Yeah, those are my tips for what to bring to get into your dry stuff when you get to camp. Donc, sur les pieds, on peut acheter, excusez encore mon français, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on appelle ça des hut booties. C'est ce qu'elle a montré avant, Serena. Je conseille de ne pas acheter ça en duvet, mais plutôt quelque chose de synthétique, parce que le duvet ou l'édredon, quand c'est mouillé, ça nous garde plus chaud, ça ne garde pas la chaleur. Et quand on marche au camp hors, euh, même s'il fait très froid, il y a beaucoup de monde qui se promène un peu partout, puis la neige devient ça devient comme de la slush. Et c'est un peu facile d'avoir les pieds trempés. Donc, d'avoir quelque chose, en général, ça nous garde les pieds secs. Souvent, j'ai une paire de chaussettes extra, juste pas pour skier le lendemain, mais pour se promener le soir et peut-être pour dormir avec. Donc, si j'ai des chaussettes qui vont être mouillées, ça va être ces chaussettes-là. Ce ne sera pas les chaussettes que je vais skier avec le lendemain. Et ce genre de hot booty, si c'est synthétique, ça va quand même nous garder les pieds chauds pendant la soirée. Il y a certains monde qui les mettent dans le sac de couchage aussi, dépendant encore une fois. Si on a un sac de couchage qui est seulement coté à -20, des fois, on a besoin d'avoir plus de choses à porter comme linge, de trucs, choses comme ça pour nous aider à nous garder chaud dans le sac de couchage. Et souvent, le monde met leur down booties dans le sac de couchage. Naturellement, pendant la journée, on doit être préparé. On a tous nos stocks pour nous pour les 2 jours dans le pack-sac. Donc, il faut avoir un bon choix de gants et de mitaines pour les 2 jours. Il n'y a aucun doute que le samedi soir, on passe beaucoup de temps à sécher son linge. Mais il faut avoir quelque chose de sec et des mitaines parce que si le lendemain, des fois le samedi, il fait -15, mais le dimanche, il fait -32. Donc, il faut être sûr d'avoir des mitaines sèches pour le lendemain. Donc, avoir une paire de mitaines, c'est très important. Et la même chose pour un chapeau, pour une tuque, d'en avoir 2 ou 3 peut-être, pour avoir quelque chose de sec à porter quand il fait très froid. Did you touch on base layers, Serena? Or? I did, yeah. OK. La même chose pour ce qui est sur la peau. Encore une fois, ça dépend de la personne. Souvent, je ne mets pas sur les jambes, j'ai simplement des pantalons de ski qui ont quelque chose qui protège pour le vent. Pour moi, ça suffit. Mais s'il fait -25, j'ai besoin d'avoir quelque chose, que ce soit en laine, mérino, ce genre de truc qu'on peut acheter dans un magasin de sport. Et la même chose sur la peau pour le corps, d'avoir quelque chose de sec. La même chose pour les chaussettes. Naturellement, pas de coton du tout, du tout, du tout. Même pour si c'est question pour les briefs, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas du tout en coton. Did you touch on headlamps? I didn't yet, no. I'll let you continue. Okay, I'll just touch on a couple things that Rael said. He mentioned the second pair of socks. So this is also something that I do. I put on my socks for the next day, usually wool, and then I put a fleece sock over top, and then that's what goes into my booty. I don't ski with the fleece socks either. He mentioned having a different set of mitts for the next day. So we do dry our stuff at camp, but you know, you're going to prepare based on the temperatures for the weekend as you get closer, but it's always a good idea. Your mitts are going to get wet to have a second or third pair on you, as well as a hat for the second day. If you're not able to dry your stuff or it's much colder, you're going to want to have a second pair of all of this. The booties also, I do wear mine into my sleeping bag. I need them. And so that's something that I definitely do. They can also be kind of slippery when you walk around camp. So just be careful of that. A lot of people walking around, the surface of the snow can sometimes be a bit slick. A headlamp, that's a given. You're going to need that throughout the night at Gold Camp, and you'll also need it for the start on both days.
So make sure you have a headlamp, and you might want to carry an extra battery or set of batteries in case yours runs out. Et juste un petit détail sur la lumière frontale. Serena dit qu'il faut avoir comme un extra set de piles, de batteries pour le lendemain. Ça dépend. Connaissez bien votre équipement. Si vous savez que c'est un gros risque que vous avez besoin d'un autre set de piles pour le lendemain, c'est très important. Surtout que quand il fait froid, les piles se déchargent un peu plus vite. Il y a des piles qu'on peut acheter qui sont un peu plus chères, qui sont, je pense, cotées à peu près à -30. So you can buy batteries that that have a temperature range up to, I think it's around -30. They do last much better in the cold. So considering changing your batteries for your headlamp, depending on what you have. Un autre détail sur la lampe frontale, il y a certaines lampes qu'on achète, surtout si vous ne l'avez pas encore acheté, où on peut comme contrôler, il y a un petit bouton, il y a une façon de contrôler pour qu'elle ne se déclenche pas accidentellement. Comme ça, quand elle est dans votre pack-sac, vous êtes sûr qu'elle est off. So if you're looking for a headlamp and you haven't, bought one yet, one of the important features I preach, some headlamps they have a little trick with their button so that they don't accidentally turn on inside your backpack, because the last thing you want is skiing all day with a headlamp that is accidentally turned on. And then you have you have a dead headlamp when you get to Gold Camp. Could you survive Gold Camp without a headlamp and survive the event? Yes, you could, but c'est pas tellement confortable. Ça fait la vie un peu plus difficile si on n'a pas une lampe frontale. So the next 3 items, it's food. So you're required to carry your dinner and your breakfast at camp or for Gold Camp. So generally a dinner is going to be a dehydrated meal. It's the lightest, easiest thing to carry. You can choose to make it yourself if you have a dehydrator and you that's something that you do regularly. I actually have a dehydrator and I make meals all the time, but for Gold Camp, I always buy the same dehydrated backpackers pantry meal from MEC. It's sort of like a tradition and I eat it every year. You're going to be given hot water at camp, and that's it. So just make sure you choose a dinner that's lightweight. I've seen people bring, in addition to maybe their dehydrated meal, they'll bring like a potato, and they'll bring tinfoil and they'll throw it in the fire, and so they'll have a baked potato. I've seen stuff like that, but generally you just see people eating out of dehydrated food bags that they've bought at the store. Breakfast, same thing. Oatmeal, see a lot of oatmeal. I personally just eat a Pro Bar. It's loaded with calories for me, and I don't want to fuss with hot water and stuff in the morning. So for me, I just, as I'm packing up my stuff, I just eat this Pro Bar, and that's perfect for me. You're going to want to make sure also that you have some snacks available. Like when you arrive at camp, you're probably going to be hungry, and you might be hungry also through the night. So having snacks for the night and keeping them in your sleeping bag is a good idea as well. I'll just touch on all this food related stuff, Rael, before you can go for it. So a cup for hot liquid. This actually recommended that you carry a cup throughout the entire event, because that cup will also be useful at all the checkpoints for getting, hot honey water, hot Gatorade, hot water, cups of soup, whatever they're serving at the checkpoint. We encourage everybody to bring a cup. I just clip mine to the outside of my pack, and I use it all day long on both days. It saves on waste. We will have paper cups out there, but we're trying to encourage everyone to bring their own cup. Coffee and tea, I bring like a Starbucks Via or some sort of instant coffee for the morning, and I might have a cup of tea in the evening just to keep myself warm before I go to bed. I say evening, it's probably like 7 p.m. because a lot of people go to bed quite early. An eating utensil, I use a long spork, so it's like a spoon fork, and it's got a long handle so it can easily fit into the bag that I'm using. And that's pretty much it for food. Donc, pour la bouffe, ça peut être un peu personnalisé, ça dépend de ce que nous, on aime.
Mais ce qui est très, très commun et populaire, si on fait un peu de camping, on connaît de la bouffe déshydratée qu'on peut acheter dans un magasin de sport ou à n'importe quel magasin de sport de plein air va avoir ça. Ça vient dans une enveloppe à peu près 8 pouces par 11 pouces à peu près. Ça coûte peut-être 15, 16 $. Dans le temps, ils étaient comme 10, mais les prix ont monté. Il faut simplement ajouter de l'eau bouillante et au camp or, une des choses que vous aurez, ce sera un feu et de l'eau très, très chaude. Donc, c'est le genre de bouffe on ajoute de l'eau chaude dans le sac et on le brasse un peu avec une cuillère et on attend 12 minutes. C'est simple. Quand vous allez magasiner pour ça, faire un peu attention au le nombre de calories. Moi, je m'assure d'acheter un des repas qui a le plus de calories possible. En général, je dirais que c'est entre 400 et 650 calories, dépendant de si on choisit des pâtes, du riz euh, et c'est la chose la plus simple à amener. Des fois, on peut comme supplémenter ça avec quelque chose d'autre. Souvent, j'irai comme un bagel avec du fromage peut-être dedans, puis ça sera mis à l'intérieur du papier aluminium, puis on met ça simplement dans le feu comme ça pour le chauffer. Il y a du monde qui amène peut-être une patate ou quelque chose d'autre pour avoir un peu plus de calories. Euh, le déjeuner, encore une fois, ce qui est très populaire, c'est du gruau instantané qu'on achète de Quaker Crunch, je pense, et puis ça vient dans pas Quaker Crunch, mais c'est de Quaker. Ça vient dans une petite enveloppe. Vous en amenez deux, trois ou quatre, dépendant de la personne. C'est simplement ajouter de l'eau bouillante. Serena disait qu'elle aime simplement avoir comme une barre je ne sais pas une barre de chocolat, mais presque une barre de chocolat ou une genre de barre qu'on achète dans un magasin de sport. Pendant la journée, naturellement, on prend de la bouffe dans les points de contrôle, les checkpoints. Euh, mais quand on arrive au camp or, ils n'ont pas vraiment de bouffe à nous donner. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, encore dépendant si vous arrivez au camp or à 3h30 ou à 6h, c'est dépendant comment vous êtes rapide sur vos skis. C'est bon d'avoir un peu de bouffe additionnelle. J'aime beaucoup, j'amène des cup of soup ou on appelle ça des nouilles ramen, on appelle ça où on ajoute de l'eau et puis c'est facile à préparer. Et ça nous aide aussi à nous hydrater et puis à prendre de l'eau dans notre corps et de l'eau chaude, ça aide beaucoup. J'amène toujours un peu de café instantané pour le lendemain matin, plus que pour le soir. Et même une enveloppe de chocolat chaud aussi, c'est comme quelque chose qui est le fun à boire comme ça, puis qui est chaud, puis qui est liquide. Euh, on amène des ustensiles. La plupart du monde amène quelque chose qui s'appelle un spork. C'est une cuillère et une fourchette dans un morceau. Encore une fois, on peut trouver ça dans un magasin de sport. Il y en a qui sont vendus avec où la manche elle est un peu plus longue que normale. C'est à peu près 10 pouces. Et ça aide à brasser dans l'enveloppe du dîner déshydraté. Donc, on peut les acheter qui sont une manche un peu plus longue. Si on a besoin de quelque chose pour les toilettes, brosse à dents, j'amène toujours un rouleau de papier de toilette extra, même s'il y a du papier de toilette dans les toilettes. Là-bas, j'amène toujours quelque chose un peu extra avec moi. Et il y a le fameux duct tape euh, qui est bon pour réparer des choses. Souvent, on a une bouteille d'eau qu'on amène et j'enveloppe du duct tape autour de ma bouteille d'eau. Comme ça, si j'ai quelque chose à réparer ou pour faire attention à des ampoules sur le talon, sur les pieds, des fois, on peut employer du duct tape, c'est très pratique. Et des bouchons d'oreilles, ça vaut toujours la peine parce que c'est un peu, il y a du monde qui ronfle, on va dire ça comme ça. Des fois, il y a un peu de bruit. C'est assez calme. Il n'y a personne qui fait la fête. Là, tout le monde est fatigué, ils sont contents de dormir. Mais dépendant, on est proche. À un feu, il y a peut-être c'est rare qu'il y ait seulement 4 personnes. Je dirais que c'est 6 à 9 personnes autour d'un feu. Et quand on va se coucher le soir, on n'est pas très loin de l'un de l'autre. Donc, avoir des bouchons d'oreille, c'est pas une mauvaise idée. So things that I missed here were the personal items, toiletries,
toothbrush, toothpaste, any medication that you have, whatever personal items you want to bring. Duct tape. This is kind of essential. It fixes everything. I ran into an issue in the first my first gold. I have the holes where the straps disconnect, and the mechanism broke in the first section of my first gold. And I was able to use my duct tape to fix it. So I never go anywhere without a little bit of duct tape. You see a lot of people just like wrap it around their Nalgene bottle or their water bottle so that they have it available, and they don't have to carry like a small roll or whatever. So you can do that. And earplugs, absolutely essential. There is snoring at Gold Camp, and we don't sleep too far from one another, so it's possible you will hear some snoring, and if you're a light sleeper, earplugs will definitely help with that. And there's the list. Je en français. J'ai décidé de ne pas attendre et de parler, je m'excuse. Je pense que c'est plus simple si je parle sans arrêt que d'arrêter que toute la liste soit faite. Je vais juste regarder la liste. Je ne pense pas que j'ai oublié de dire quelque chose. Une des choses que Serena a dit, c'est bien d'employer sa propre tasse pendant l'événement. On essaie de ne pas employer des tasses dans les checkpoints pour faire moins de déchets. Donc, tout le monde, on essaie vraiment d'encourager le monde à amener leur propre équipement pour boire des liquides chauds dans les points de contrôle. Okay, so Gold Dorm. So this year, the Gold Dorm is actually located at the start line, which is great news for us Goldies. We don't have to get on a bus in the morning. We can literally walk out of the building to the start line at the Auberge Golf Héritage. The dorm opens at 5 p.m. on Friday. No dinner will be served, so you have to feed yourself before you arrive or on your way there. If some of you are taking the transportation buses from the various locations, I think it's Montreal and Ottawa, Gatineau. Mm-hmm. I just eat my dinner on the bus. So I make it during the day ahead of time, and I pack it in a container, and I eat it on the bus on the way there. Breakfast will be available from 3:30 to about 4:45. Rael and I chatted about this earlier. We're not sure about this timing. Could be slightly different because of the fact that we don't have to have any transportation in the morning. So it may be skewed like maybe 15 minutes later than this. But generally that's breakfast time. And historically we've had things like oatmeal, like bacon, eggs. There's usually some fruit, cereal, milk, stuff like that. So there'll be plenty of good food to load up on for your day. And your bag that you'll pack will be transported to the Papineauville dorm or the Chateau Montebello on Saturday, and it will stay there until you go pick it up. Just to talk a little bit about what you'll pack. So usually I just pack a small duffel bag. I think it's like 30 liters. In there, I'm going to have a sleeping pad, like a thermarest, inflatable thermarest, and a light sleeping bag. So this would be my summer bag. Usually it's about a 4°C bag that I bring. And then I have a little inflatable pillow that I use as well. Indoor footwear for walking around the dorm. You could use your hut booties. I see a lot of people doing that. I sometimes will just bring something completely separate because my pack is packed before I arrive, and I don't want to like have to take things in and out of there. I want it to stay as it is. So I'll usually bring like a pair of slippers or something like that. Towel and soap for shower at the end, and then a pair of a set of warm, dry clothes to put on at the end after you've had your shower, or just go directly into dry clothes. Sometimes I just do that. So yeah, that's it for Gold Dorm. I'll let Rael explain in French. Donc pour le dortoir hausse, donc d'autres années, le dortoir est très loin de Papineauville. Donc souvent le monde vont rester au dortoir le vendredi soir. Et après ça, ils doivent aller en autobus à la ligne de départ, qui est peut-être
je dirais une demi-heure sur l'autobus, peut-être, ça dépend si on partait de la ligne de départ où elle était. Mais cette année, le dortoir est à la ligne de départ. Donc, pour ceux qui font hors, c'est très bien. Ils peuvent comme se lever un peu plus tard le matin et les choses sont plus simples. L'auberge Goff l'Héritage est à peu près à 8 km de Montebello, je dirais, à peu près. Mais c'est exactement où la ligne de départ, elle est. Donc, pour ceux qui ont choisi d'être au dortoir, le matin, une fois qu'ils ont fini de faire les choses, ils sortent du building et ils sont à 100 mètres ou à 50 mètres de la ligne de départ. Donc, c'est très pratique. En général, le vendredi, on n'a pas accès pendant la journée. Ça commence à peu près à 5 heures que le dortoir est ouvert. Mais il n'y a pas de repas servi le vendredi soir. Donc, il faut arriver là déjà nourri. Serena disait qu'elle, souvent, elle prend un autobus, dépendant de quelle région on vient. Ceux qui viennent de Montréal et de Gatineau, Outaouais, souvent vont à l'événement avec un autobus que le marathon fournit. Et Serena amène un repas dans l'autobus, puis elle mange en chemin. Souvent, moi, je vais à un restaurant je suis d'Ottawa, je vais à un restaurant à Ottawa un peu plus de bonne heure que d'habitude, parce que je sais qu'on va commencer de bonne heure le lendemain, donc je mange mon souper peut-être à 4 heures, 4 heures et demie, euh, pour être comme préparé à pouvoir partir plus de bonne heure le lendemain. Mais il n'y a aucun souper qui est servi au dortoir. Il y a un petit déjeuner qui fait partie de rester au dortoir qui est donné. C'est souvent des œufs, du bacon, des toasts, des yogourts, puis des muffins, ce genre de choses avec du café et du jus d'orange. L'heure est peut-être pas exacte sur notre diapo. À cause qu'on n'a pas besoin d'embarquer sur un autobus, on n'était pas sûr. Ça se peut que ce soit peut-être 15 minutes plus tard, le déjeuner, peut-être à 3h45, à plutôt de 3h30. On doit confirmer encore exactement à quelle heure le déjeuner sera le samedi matin. Euh, Quand on arrive au dortoir, on arrive avec un sac où on a ces choses qu'on aura besoin pour le dimanche soir et le linge qu'on a porté pour arriver au dortoir n'est pas dans notre équipement de ski. Ce sac est amené soit à Papineauville ou au château Montebello le samedi. La plupart du monde, il arrive à Papineauville. C'est juste, il y a des fois, il y a des skieurs qui demandent que leur sac soit envoyé à Château Montebello parce que peut-être qu'ils ont de la famille qui reste au château. Mais la plupart des skieurs, ce n'est pas le cas et le sac est amené à Papineauville. Donc, si le samedi, vous avez quelque chose qui se passe, il y a un ski qui est brisé ou pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas finir le samedi et vous ne rendez pas au camp hors, on aura un autobus qui va vous amener à Papineauville et à Papineauville, vous allez être rejoint avec votre sac dans qui il y a les choses que vous pouvez rester au dortoir le samedi soir. Et skier quelque chose d'autre, ça dépend de la personne. Il y en a qui rentrent à la maison, il y en a d'autres qui vont skier une coupe de section le dimanche s'ils n'ont pas réussi à finir le samedi. Et le sac qu'on amène avec nous, c'est un sac d'à peu près 30 à 40 litres. C'est juste un sac, un duffel bag, où on met son matelas pour le vendredi soir. Donc, pour le vendredi soir, je trouve que c'est un peu important de ne pas avoir accès, de ne pas employer les matériels qu'on a dans le sac à dos qui est fait pour l'événement pendant qu'on va skier. Ça simplifie les choses et ça évite l'opportunité de perdre un petit quelque chose. Si on réussit à moins ouvrir ce sac, en général, c'est une meilleure idée. Naturellement, si on a quelqu'un qui a seulement un sac de couchage, on n'a pas le choix. Mais moi, j'ai toujours un sac de couchage d'été qui est peut-être coté seulement à 0 degré. Et donc, j'ai un petit sac de couchage léger pour le vendredi soir au dortoir avec un matelas. Et c'est là-dedans que je vais dormir au dortoir le vendredi. C'est important aussi d'avoir des chaussures et de peut-être encore pas employer les down booties qu'on aura au camp hors. Il y a du monde qui font ça.
Moi, je ne préfère pas le faire, encore une fois, pour pas ouvrir son sac à dos qu'on emploie pour skier le samedi matin. Donc, avoir une petite paire de running shoes, n'importe quoi pour se promener à l'intérieur du building, ça nous aide à être un peu plus confort. Euh, J'invite tout le monde à amener une serviette et du savon pour une douche. Le dimanche, quand on finit, encore une fois, on finit entre 4 heures et 6 heures, ça dépend de la personne. Euh, à la fin, on finit à Montebello et là, on embarque dans un autobus qui nous amène à Papineauville où il y a notre sac avec tous nos effets et on a accès à des douches et on peut prendre des douches à Papineauville. Donc, avoir une serviette et du savon, c'est une bonne idée. Et des vêtements chauds et secs pour le dimanche après la douche, qu'on soit bien réchauffé. Peut-être qu'on a skié pendant toute la journée à -25, on aura facilement un petit peu froid. Euh, donc, c'est une bonne idée d'avoir du linge sec. Ah, il y a une petite question. Vas-y, Fred. Euh, pardon. Oui, pour le samedi matin, est-ce que les gens qui arrivent en navette au départ ou qui se font déposer, est-ce qu'ils vont avoir accès au chalet, au club de golf pour aller à la toilette ou c'est vraiment juste à l'extérieur avec des toilettes chimiques, là, considérant que le départ est juste à côté là, du bâtiment, là, c'est différent cette année? J'ai l'impression qu'ils nous n'auront pas accès à cause qu'il y a trop de skieurs à gérer. C'est une très bonne question, Fred. On voit que tu connais l'événement un petit peu, hein? Un peu. Un peu. Je pense que vu qu'on aura au-dessus de 1000 skieurs, je pense qu'on doit s'attendre à qu'ils n'auront pas accès. Ouais, ben, Ça sera pas trop les difficile. 1000 en même temps à Ouais, cinq je heures sais, 30 mais là. ouais, ouais, je comprends. Fait qu'il y a des toilettes chimiques au départ. Ouais, Oui, OK. ouais, C'est bon, merci. comme d'habitude. One of the questions in the chat is about where can individuals get the bus to the starting line, and is that possible? Like it'll go from, I assume, Chateau Montebello and the dorms in Papineauville to the starting line, and does it stop at the school in Montebello? Yes. The shuttle bus is from each of these 3 locations to the start line, and they're included in your subscription or whatever you call it, in your registration, sorry. So there are shuttles from each of these locations to the start line. I would invite people to use Papineauville. It's usually simpler, and there's more parking available in Papineauville High School. But I understand there are people that may be staying at the chateau and they have family members that are staying at the other locations. Just to touch on something that Rael mentioned with respect to your bags being brought to the Papineauville dorm or the chateau, wherever you choose. Should you not be successful on the Saturday, you will be brought to Papineauville dorm, where you'll be reunited with your gold dorm bag. So you're welcome to spend the night at the Papineauville dorm and head out on the ski trails again the next day. Some people choose to do that. I highly encourage it. It's an awesome course, and if these things didn't go your way on Saturday, but you're still able to ski on Sunday, by all means, head on out there. So your stuff will be in Papineauville, whether you arrive there on Saturday or on Sunday. Okay, so this is for checkpoints. So again, please bring a reusable cup and a food bag container if you can. Some of you may have ordered the green kits that we had for sale at registration. They come with a little zippered pocket that you can put food in. So a lot of people like to load up at the checkpoint and take the food on the trail with them. Things that are going to be available at the checkpoints are water. They'll have hot and they'll have cold water. Honey water, that's usually warm. Gatorade, also usually warm. There's soup every year. I eat that stuff like crazy. I love it.
food. I don't know why I just wrote food. I guess to talk about the other things that'll be out there. There's usually like trail mix, bagels, like bars, like fig bars, that kind of thing. There's chili. You've seen chili. Sometimes there's hot dogs. So there's all kinds of different stuff out there for you guys to eat. You won't be disappointed with what you have there available to you. Waxing and skincare. So I think all the checkpoints, if not most, will have a waxing station for you. And they also have products to care for skin. So not most, but a good chunk of skiers now ski with skin skis. I had skin skis with me last year, and they were treated at one of the checkpoints, which was super helpful. Equipment repair, sometimes that happens, so there is gear there to help with your equipment if you need help with it. There's first aid, there's shelter, so there are going to be like pop-up tents. Sometimes there's like a little fire in them that you can hang out in to warm up if you need to. I think I haven't had it happen to me, but other friends of mine have, that they needed to go into like a warming vehicle for a little while because they were quite cold, or had a blister to deal with and got help inside of a warm vehicle. And there's always going to be outdoor toilets. They're little outhouses. Not outhouses, what are they called? Porta potties. There we go. And a general rule for checkpoints is a 10-minute rule. You can end up spending a lot of time at a checkpoint. They can be really fun. There's sometimes music. You're going to see friends and other people there. You'll get into conversations. So try to keep in mind, there is a cutoff that we all are trying to make. So a 10-minute rule is a good one. Usually when you arrive, you're going to put your skis in the wax lineup so that hopefully they're waxed for you by the time you're done fueling up and using the washroom and whatever else you need to do. So while your skis are in the lineup, eat, drink while you're there, refill your water bottles. And then if you get back to the ski wax line and your skis aren't waxed yet, do it yourself and get back out there. So I've lost time in checkpoints, so just be mindful of that. And then I think I put a little chart here. This is something I do every year with the distance of each section and then the time that you need to leave. So the start time is 5:40 in the morning for gold. And then these are the times you need to be, like, you have to be gone from the checkpoint before these times in order to keep on pace. So as you can see, the 3:30 cutoff is the last one at the final checkpoint. You want to be well ahead of these times. So I print this out and I stick it to my ski pole every year, and just so that I can make sure that I'm keeping on track with my timing. And so, can I interrupt? Mm-hmm. And so one of the things I didn't say at the beginning that I often say when I do talks on different aspects of outdoor adventure, if you were to, you're listening to Serena and Rial here, and if you were to talk to 6 gold people with a lot of experience, you'd probably get, 4 different approaches. Sometimes, you have through experience and through knowing yourself, figure out what works for you. Clearly, sometimes people have an approach that is not the correct approach. And that does happen, and sometimes they still succeed, but it's kind of like not wearing a seatbelt. You can not wear a seatbelt in a car, and most of the time you're not going to get hurt. But by and large, a lot of skiers that are there for a long time kind of develop their way of doing things. And so, there are things that I do differently from Serena, and it doesn't mean that my way is better or more correct. I think what I would invite you is to, when you pick an approach on something, I always say, understand the pros and cons and the risks of that approach for yourself, so you can kind of figure out, what works for you and what doesn't work for you. And so that little preamble was to say that I have never left my skis in a wax lineup because I consider it risky. There are stories of people accidentally leaving with the wrong skis. So it's something that I feared.
And I've always kind of believed in kind of controlling, you know, all aspects of my event because I'm a bit of a control freak and I have a bit of OCD. So, you know, that's a part of the equation as well, is kind of knowing myself and what I need to do to be comfortable. So I tend to wax my own skis. I rarely rely on them. Often your skis don't get done on time, maybe depending on what time of the day you're there. So I typically wax my skis either before arrive or at the very end of the process. And one of the key things is to try to spend the least amount of time, you know, at the checkpoint, and understanding that 10-minute rule. You know, if you're an elite skier, it might not be important for you, but for a lot of people, that 10 to 15-minute rule is really important. The other thing that I would do is on my bib, I still do this for decades, I've written the time that I want to be out of each checkpoint. So I read the course description, I look at the maps, and I make my own schedule, which is independent of the 3:30 cutoff, and depending on, you know, how in shape I am that year and how I feel about the course. Maybe I try to be there at, you know, at 5 minutes to 3 instead of 3:30. So I have a schedule that when you look down at your bib, you see the 10 sections where you're going to get a little tick mark by the volunteers. And in each box, I write the time that I want to arrive or depart from that checkpoint. And that's just something that I do. So I don't rely on the schedule, which for me would make me a little bit late and would stress me out. The other thing to note, Serena, is this accurate for this year's course? Because I know these are slides that we're reusing. Yeah, I did change it. You did change it, okay. Yeah. We have made some micro adjustments. And so if Okay. you read these slides or you're taking photos of this, be aware that the most up-to-date information is on our website. And this year, I think we've put a tool on our website, and I'm 90% sure the tool is there, that lets you look at how fast do I ski, how much time do I want to spend at these checkpoints, and you can yourself create this and take ownership of your schedule and how fast you'll ski and how long you'll stay at checkpoint. And then it gives you an estimate of when you'll finish. Is the next slide in French by any chance? Oh, probably. There you go. Oh, merci beaucoup. Je vais répéter un peu de ces choses en français. Au début de la soirée, je voulais dire une chose que j'ai oublié de dire. Vous êtes là, vous écoutez Réal et Serena parler. On a beaucoup d'expérience entre les deux. Et je sais que si vous demanderez des questions à une demi-douzaine de skieurs qui ont beaucoup d'expérience, vous auriez sûrement des réponses qui ne sont pas toujours la même chose. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Et il faut comme trouver le chemin pour soi-même, dépendant de qui on est, de l'expérience qu'on a. Quelqu'un qui est un skieur très fort et très rapide a une différente considération que quelqu'un qui fait l'événement avec un peu plus de difficulté. Et même moi et Serena, on ne fait pas toutes les choses exactement la même chose. Et ça, c'est correct. Elle a trouvé les bonnes façons de faire les choses pour elle et moi, j'ai trouvé les façons pour le faire pour moi. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre, excusez, the pros and cons, on dit en anglais, les avantages, les désavantages de certaines décisions, qu'on puisse comme réussir à trouver le meilleur chemin pour soi. Et en tout cas, je vais continuer. Donc, dans les points de contrôle, on vous invite à apporter votre propre tasse et un sac que vous pouvez réutiliser. Et ça nous aide un peu à gérer les déchets qu'on essaie de contrôler dans l'événement. On essaie de ne plus avoir de tasses en papier. Et on peut mettre la bouffe dans le sac réutilisable et on peut aussi, des fois c'est bien parce qu'on peut mettre la bouffe dans le sac et on peut partir tout de suite et manger peut-être un peu plus tard. Et on passe comme moins de temps à arrêter. Quand on ne skie pas, ça nous empêche de continuer plus vite. Et dépendant de la personne, c'est mieux de skier le plus souvent possible et d'être arrêté le moins souvent possible.
Et les points de contrôle, c'est un endroit très invitant où on peut facilement passer 20-25 minutes, surtout quand on est fatigué puis qu'on voit ses amis et qu'on commence à jaser avec le monde. Et tout à coup, on a comme un défi qu'on ne devrait peut-être pas avoir. On arrive à 3 heures de l'après-midi puis qu'on n'arrive pas à finir avant le 3h30 pour la 4e section. Si vous avez déjà fait, bronze ou argent. L'année passée, quand on parlait de ça, on savait qu'il y avait du monde qui ont fait bronze et argent simplement durant la pandémie. Et donc, ils nous ont comme peut-être pas connu comment c'est un checkpoint, un point de contrôle dans le marathon. Naturellement, il y a de l'eau chaude avec du miel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on a un peu de sucre avec ça. Souvent, il y a du Gatorade froid et chaud. Il y a de la soupe chaude et de la nourriture. Il y a des beignes, des bananes, des biscuits. Il y a toutes sortes de choses, des peanuts. Si on a des allergies, il faut faire un petit peu attention et réaliser qu'on a une allergie, naturellement, il faut faire un petit peu plus attention. Euh, la plupart des sections auront dû faire tâche par des volontaires. Ça se peut qu'il nous manque une équipe cette année. Donc, je ne suis pas encore certain si on a dû faire tâche à tous les points de contrôle. Ça se peut que la première n'en aille pas. Mais je ne suis pas certain, je m'excuse. Si vous avez des skis avec de la peau, c'est de plus en plus commun maintenant. Même moi-même, j'en emploie plus des skis avec du fartage. J'emploie des skis avec de la peau. Ils sont très, très rapides. Et même des volontaires, ils sont capables de faire un peu d'entretien pour nettoyer les peaux sur les skis. Il y a un peu de réparation d'équipement qui peut se faire, c'est assez de base. Et pas tous les points de contrôle ont comme le même nombre d'équipements. Donc ça, c'est un peu de la chance ou de la malchance, je peux dire ça comme ça. Naturellement, il y a du personnel de premiers soins à tous les checkpoints. Il y a un abri, il y aura un autobus chaud, surtout quand il fait des températures de moins 35, on doit être bien préparé pour protéger les skieurs. Donc, il y aura un abri pour urgence à tous les checkpoints. Et il y a aussi des toilettes extérieures. Il y en a plusieurs à chaque point de contrôle. Euh, Avant, on a parlé de la routine du temps. Je vous invite à vraiment faire attention combien de temps vous passez au point de contrôle, surtout quand vous faites or, que vous allez skier moins vite que quand vous avez fait argent et bronze. Tout se passe un peu plus lentement quand on fait or. Je dirais que 10-15 minutes, c'est un bon, même 15 minutes, c'est un peu trop. Donc, être très discipliné au point de contrôle et de recommencer à skier. Serena, elle invitait le monde à mettre les skis en ligne d'attente. Ça, c'est pour le fartage. Donc, si vous voulez que le monde, les volontaires fartent vos skis, aussitôt que vous arrivez, il faut les mettre en ligne parce que ça leur prend du temps avant qu'ils arrivent à faire vos skis. Souvent, ils ont une dizaine ou une vingtaine de paires de skis qui travaillent dessus comme sans arrêt. Et après ça, vous allez manger, vous buvez, vous remplissez vos bouteilles si vous voulez boire pendant la prochaine section. Je vais admettre que souvent, si on voit les distances sur le petit tableau s'il y a une section de 10 km et de 12 km, je n'amène pas d'eau avec moi. Je prends une chance et je vais sans liquide et même sans bouffe. Quand il y a une section de 20 km, là, je m'assure d'avoir peut-être un demi-litre ou trois quarts d'un demi-litre d'eau à boire pour que moi-même je puisse m'arrêter à mi-chemin. Une section de 21 km peut facilement prendre 2h30 à 3 heures. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un peu de bouffe et d'avoir un point de contrôle soi-même tout seul dans la forêt. On s'arrête à mi-chemin et on boit ce qu'on a à boire. Donc, il faut prendre ses ravitaillements au point de contrôle avant ça. Et si vous avez mis vos skis en ligne pour les faire farter et quand vous arrivez, ils ne sont pas prêts, je vous invite à ne pas attendre, simplement de les prendre et de s'en aller tout de suite. Sinon, on
perdre trop de temps à attendre ses skis. C'est mieux de les partir soi-même et de partir. I think I've covered it all. Yep. And the chart in this Ah slide oui, is wrong, so sorry about that, guys. I changed the first one, but forgot the je vais second. dire quelque chose, je m'approche, je l'ai dit en français. Ce petit tableau avec les kilométrages, je pense qu'ils sont ceux de l'année passée, donc ils ne sont pas précis. Donc, ignorez ce tableau. Je vous invite toujours la semaine avant l'événement, parce que souvent, on doit faire un petit changement sur le trajet à la dernière minute, à quelque chose qui se passe sur le trajet. Toujours le site web a les derniers détails sur le trajet. Donc, je vous invite à employer ce qu'il y a sur le site web pour le trajet. Et cette année, on a mis un petit outil genre Excel, PowerPoint, où vous pouvez aller mettre la vitesse que vous pensez skier dans chaque section et combien de temps vous allez passer à chaque point de contrôle. Et ça vous dit, vous êtes correct, vous allez arriver à 3h20 ou à 3h10. Oh non, ça c'est des vitesses pas assez vite, vous allez arriver à 3h40 et vous ne ferez pas le 14 à 3h30. Donc, c'est la première fois qu'on a ça sur notre site web. Je vous invite à l'employer. Encore une fois, vous décidez. Moi, ce que je fais, c'est que je lis la description du trajet. Et si je vois que c'est un trajet difficile, je me dis, OK, là-dessus, je peux skier peut-être 9 km à l'heure. Si je vois que c'est un trajet facile, je dis, je peux skier plus vite. Et là, je décide à chaque section, c'est à quelle vitesse que je vais la faire. À place de dire, je vais skier tout le marathon à 8,5 km à l'heure, j'emploie une différente vitesse pour chaque section. Je pense que j'ai tout le temps. Thanks, Rael. Okay, so for Gold Camp, when you get there, it's your first time. Don't be shy. It can be a little bit intimidating when you arrive. It's like you've never been there before. There's people everywhere and there's different fires with people around. But everyone is super friendly, and don't forget that everyone has also been there for a first time. So don't be shy. Go and find a fire. So I would look for a fire that doesn't have a lot of people around it. I think Rael mentioned earlier that typically we see between like 6 to 8 or 9 people at a fire. So if you see a fire that only has maybe 2, 3, 4 people, just walk up and introduce yourself and mention it's your first time, and you'll be very welcome to stay at the fire. When you want me to just go through Rail the whole thing and then you'll repeat in French? Non, je pense que je vais continuer. You can go back and forth on the slides anyway. It's easy for you to do, right? Mm-hmm. Non, ce que je pense que je veux parler tout de suite. Donc, quand vous arrivez au camp or, comme j'ai dit avant, il y a peut-être 20 feux. Je ne sais pas si le calcul vite dans ma tête, non. 25 feux peut-être. Et il y a environ de 4 à 8 personnes par feu. Quand on arrive, on peut être un peu intimidé parce qu'il y a tout ce monde qui est là partout, puis c'est la première fois qu'on arrive. Je vais vous dire que ceux qui font le camp or, ils adorent les nouveaux au camp or. Parce que c'est comme une chose excitante. On se rappelle tous quand c'était nous qui étions là pour la première fois. Donc, je vous invite simplement à aller vers n'importe quel feu. Il ne faut pas être gêné. Et dire bonjour, je m'appelle Réal, c'est ma première fois au camp or et je vais vous dire que vous allez être reçus à bras ouverts. Le monde est très sympathique. Même des fois, peut-être qu'ils sont un peu fatigués puis ils ont de la difficulté à parler, mais le monde, ils sont sympathiques. Donc, allez vers n'importe quel feu, franchement, et demandez de l'aide et les directions. Le monde est tellement content de donner des conseils. Vous allez recevoir plein de conseils, puis vous allez dire, Serena est réel, il ne savait pas de quoi il parlait. Les conseils sont tous différents ce soir. En tout cas, je blague. Quand on arrive, chaque skieur a 2 bottes de foin, 2 balles de paille. Une est pour s'asseoir et l'autre est pour dormir. Donc, la première chose que vous allez vous demander, vous allez voir, c'est assez évident, le camp n'est pas si gros que ça.
Vous allez voir où il y a une place où il y a un gros paquet de bottes de foin. Et il y aura un bénévole qui va prendre votre numéro de dossard et vous donner vos deux bottes de foin. Et même, en général, c'est des jeunes scouts qui ils les mettent sur un traîneau et ils vont vous demander, il est où votre feu? Et ils vous amènent les balles de foin à votre feu pour vous. Donc, c'est assez simple. Encore une fois, au début de la soirée, on voit maintenant qu'il y a les carrés sur la photo. Là, ça, c'est comme ça que les balles de foin ils sont faites. Euh, Au début, on emploie une peut-être pour une petite table, puis l'autre pour s'asseoir. Ça dépend comment de place. Moi, souvent, je m'assieds sur la mienne et je mets la deuxième balle de foin, elle est en arrière de moi et je l'emploie comme pour mettre ma lumière frontale ou pour mettre des choses comme ça dessus qu'on emploie comme une petite table. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est se changer. À moins qu'on aille vraiment, si on est vraiment fatigué et qu'on a vraiment froid, euh, peut-être qu'il faut manger un petit quelque chose ou boire quelque chose de chaud. Mais en général, une des choses qu'il faut faire très rapidement, on a du linge mouillé, on a transpiré pendant toute la journée pour enfiler des vêtements secs. Donc, le linge qu'on parlait avant, euh, comme le pantalon, les chaussettes, il faut se changer le plus vite possible. Et comme j'ai dit avant, buvez une boisson chaude, un cube de bouillon, mettez de l'eau chaude. Les bénévoles nous donnent de l'eau chaude. Il y a une grosse table, elle est très évidente quand on arrive. Vous allez là-bas avec votre bouteille de 1 litre ou une demi-litre et vous demandez de l'eau chaude. Vous pouvez faire un thé ou quelque chose de très simple, une soupe, avoir quelque chose tout de suite pour se préparer à enlever le froid du corps. I'm going a little bit ahead of you, Serena, but it's not a big deal. I saw that someone in the chat demandait comment on fait pour sécher nos choses au camp hors. Je vais vous dire que pendant des années et des années, ce qui se passait, on voit sur la photo, il y a un feu. Franchement, on passait toute la soirée à jaser et à manger et à tenir son linge devant ce petit feu et de tourner de bord. Et c'est ça qu'on faisait. Si on arrive à 5 heures puis on va se coucher à 7h30, on passe 2h30 de temps à simplement tenir le linge devant ce feu. Depuis environ 5 ans, il y a on a aussi un feu de joie pour sympathiser le monde. On a un gros bonfire, on dit en anglais. Je suis quasiment sûr que ça va être encore là. C'est là toutes les années maintenant. Et c'est un feu assez immense qui est à une place un peu éloignée. Euh, Si vous allez là-bas avec votre linge, je vais vous dire que le linge, il sèche vite en maudit. Ça sèche vite. Donc, c'est très sympathique, mais il faut naturellement faire un peu attention, pas brûler son stock. Et puis, la dernière chose que je vais dire, faites très attention le linge qui est synthétique. Quand ça devient un peu trop chaud, c'est un peu dangereux. Et si je viens de voir que Fred a fait un gros sourire, là. Je me demandais si j'allais passer. I have to mute him. How do I mute this guy? Des conseils pour sécher les bottes réelles? OK, Fred, I have to kick you off of the thing now. OK, je vais vous dire que oui, l'année passée, j'ai été un peu distrait, puis j'ai chauffé mes bottes un peu trop, puis je les ai démolies, je les ai détruites. Puis Fred, il aime se rappeler, il était là, puis il se riait de mes bottes. Donc, joke à part, faites attention à vos bottes. Faut les tourner de bord souvent, il ne faut pas les mettre trop près du feu. Et surtout, il ne faut pas comme être distrait puis partir, aller jaser à quelqu'un d'autre quand les bottes sont là, puis lentement, ils sont en train de se chauffer. Et c'est du plastique et du matériel synthétique. Et ça se déforme assez facilement. Faites attention à vos bottes. Ça m'est arrivé, je vais vous dire que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais l'année passée, c'était comme le pire que ça, en tout cas. Before I go on, I'll let you catch up to me, Serena. Okay. So when you arrive at Gold Camp, once you find your fire, you're going to be given 2 bales of straw.
they'll bring them to your fire for you. They'll ask you where your fire is. It's usually scouts or some young folks who bring them over for us on a sled. So one of them is going to be for you to sit on by the fire, as you can see in the photo, and then the other one is for you to break apart into your bed. So a lot of people ask, do I need to bring like a thermarest or like a foam pad or something? I have never used this. The bale of straw, in my opinion, is plenty warm enough and big enough to make quite a comfortable bed, and it's pretty warm. Like, it's a good insulation layer between you and the snow. I've never had an issue, so I don't carry a pad with me. And hold on, switch back here. So first thing, so once you get that sorted, the next thing you do, and actually I probably do this before I get my bales of straw, is I get into my dry clothes, because I know myself, and if I stay in my sweaty wet clothes, I am going to catch a chill really, really fast. So first thing I do is I get out of my wet stuff and into my dry layers, and then I deal with things that I need to get, like the bales of straw and getting set up afterwards. So that's key number one, is get out of your wet stuff and into your dry clothes. Another trick that I like is to drink something warm. You know, once you're in your dry layers, I usually bring like a small bouillon cube, and I'll add that into a 1 liter Nalgene and shake it up. It makes a nice, tasty, salty drink for you to sip on while you're sorting your things out. And then the last few years, I think the first one was 2019, because I remember our camp was right next to the fire and it was windy. So we had quite a few sparks flying into our camp that year, but it was awesome. This gigantic fire is the best thing for drying your clothes. As Rael said, we used to sit around the small fires and just turn our jackets and our wet clothes on our laps, trying to dry them in front of the fire. And that was pretty much our whole night. This big bonfire that we've had the past few years, it's great because people gather around it. You bring your dry clothes, you hold up your jacket for like, I don't know, 5 minutes, and it's dry, like completely dry. So that's been a fantastic addition to Gold Camp over the past few years. Makes it really easy to dry all your stuff. I'm gonna keep going, Rael. I don't know, did I miss something? Non, je voulais juste ajouter un petit détail que tu as dit. Donc, les bottes de foin, une, on s'assit dessus et on la casse pas. Et l'autre, éventuellement, quand on est en train de faire son souper, on la casse, on la déchire et on fait un lit avec, où le sac de couchage va être dessus le foin. Il y a du monde qui amène, une tente, mais je vais vous dire que c'est comme, s'il y a 150 personnes au camp Or, il y a peut-être 3 tentes. Donc, c'est très rare que le monde amène comme une petite tente. Il y en a qui amènent un matelas gonflable qui est isolant, qu'on emploie normalement quand on fait du camping en hiver. J'en ai jamais employé. J'en ai jamais employé un dans toutes les années que j'ai fait le camp Or. La botte de foin, l'isolation est fantastique. Le confort est très bien. C'est comme c'est parfait. Donc, une, on la brise pour se coucher dessus, et l'autre, on va la réutiliser pour s'asseoir dessus le lendemain matin quand on commence pour faire le déjeuner. Okay, you can keep going, Serena. Okay, I'm going to finish the list, and then you can, and then we'll move on after. So live music and beer. These are things that we've had at Gold Camp for the past few years. There's usually like a trio or a duo of musicians playing some Quebec classics. It's a lot of fun. People get up and dance sometimes, but it's just really nice to have that live music atmosphere around camp. And the beer, I can't remember what it is. But it's super tasty. I can't drink the whole thing because I've just skied 80K. It's the Jackrabbit beer. Yeah, the Jackrabbit beer. Okay, and it goes straight to my head. But it's super lovely to have that. So if you don't want to drink a whole beer, you can find someone to share with.
So the hot water is provided for your meals and your drinks. As mentioned before, dehydrated meals work best at camp. So what I do is I go and I get my dehydrated meal prepared with the water, and then I seal it up and I put it inside my coat because it keeps me warm. So, and I walk around for the whatever 15, 20 minutes it takes for the meal to be ready. Usually at the same time I'm drying my stuff around the fire and chatting with friends. There's outhouses, of course, at camp. And the fires are kept burning all night. So when I say burning, they're not going to be like you see in the photo, but they're kept alive, right? So that it's easier to start them again in the morning. And then so sometimes if you get up in the night and you're having trouble sleeping, or you need to get out of, your fire will be burning, and then it's possible that someone will come on and help it get going if you're not going to go straight back to bed. So there's an opportunity to stay warm all night long, even if you're not in your sleeping bag. Early to bed, early to rise. So most are in bed by 8 p.m. Because we wake up quite early. People start moving around 3:30, 4 o'clock in the morning. I think Rael goes to bed even earlier than 8. Yeah. I'm a lot older than you, Serena. Yeah, it's, you know, I think with the big bonfire, it's become a lot more social, because you start to meet people from different fires. And so I've noticed that I actually go to bed probably more like 9 in later years. Yeah, I know. Party animal. Party animal, yeah. So yeah, just be mindful that people are sleeping, but it's once you get in your bag and you go to sleep, the people that are up probably won't bother you, because you'll also have earplugs. Don't forget those are essential. And then Rael mentioned about drying clothes, and so when you dry, so around your personal fire, that's where you're going to want to put things like your boots and your like mitts. I see people, I do this myself, take the kindling sticks and like kind of jam them into the snow, and they put their mitts like on top of them in front of the fire. So these things you have to monitor though, because the sticks sometimes fall over. The fires are made on the snow, so they can, you know, things fall into them sometimes, like ski boots. So Rael, you are actually not the only person who has burned your boots at Glow I'm Camp. sure. I've done it. I've done it too. Not terribly bad, but there was some melty bits on one of them. And one year I always take my insoles out of my boots because it's easier to dry them that way. And I did burn quite a bit one of my insoles, and it was quite uncomfortable the next day. So just be mindful of the stuff that you're keeping around your personal fire. Don't walk away from it. If you are going to walk away, just move them away from the fire a little bit. So just manage that, because somebody burns something every year for sure. You're up, Rael. Sorry, I'm writing in a chat line, which I never do. No. Somebody asked a good question. Quelqu'un a demandé une question intéressante. Do most people use a bivy bag for their sleeping bags? I would say, I said 50-50. Do you use one, Serena? No, I never have. Yeah, I don't think it's 50-50. I think it's probably less than 30-70. Donc, est-ce que le monde emploie un bivy bag pour son sac de couchage? Je dirais que la plupart des personnes n'en emploient pas un. J'en ai jamais employé un. La plupart des sacs de couchage qui sont comme cotés à -30 ces temps-ci, ils n'ont pas nécessairement une membrane Gore-Tex, mais ils sont plus ou moins à l'étanche. S'il neige dessus, c'est pas grave du tout. Si on a un sac de couchage qui est coté seulement à -20, peut-être que là, on veut avoir un sac, une bivy. Mais si on a un sac de couchage coté à -30, en général, ce n'est pas nécessaire. Naturellement, s'il fait aussi, s'il fait peut-être 2 degrés pendant la nuit, on a peur qu'il va y avoir un peu de pluie. Là, c'est une chose différente. J'ai déjà employé un carré en plastique pour mettre par-dessus mon sac de couchage parce que je savais que pendant la nuit, ça m'est arrivé, dans mes 30 ans, ça m'est arrivé 2 fois
qu'on a eu de la pluie le soir, pendant la nuit au camp haut. Mais c'est assez rare. Ben, ça m'est arrivé seulement 2 fois. Donc, pour continuer, comme je disais avant, il y a un gros feu qui nous aide vraiment beaucoup à sécher les vêtements maintenant. Et s'il n'y a pas ce feu pour une raison ou une autre, on s'assied à notre, comme on voit sur la photo, dans notre camp, et on passe la soirée à sécher son linge. Et des fois, on doit le répéter un petit peu le matin avant de partir. Ces temps-ci, il y a souvent de la musique et de la bière. Je suis pas mal sûr qu'il y aura de la bière encore cette année. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé, Fred le saura mieux que moi, mais c'est peut-être je pense que c'était le 50e anniversaire, je pense que c'était pour le 50e anniversaire en 2018, euh, où on a une bière pour chaque participant qui est gratuite et qui est donnée aux skieurs pendant la soirée. Il y a quelqu'un qui apporte la bière de Tourisme Outaouais, c'est eux qui nous donnent ça. Merci beaucoup à eux. Et ils nous amènent une bière Jack Rabbit pour chaque skieur. Et des choses plus importantes que la bière, on a de l'eau chaude et on a le bois qui est fourni. Souvent, le bois est dans une grosse pile à une place et on doit aller le chercher soi-même. Donc, si on a un feu où il y a 8 personnes, souvent, il y a quelques personnes qui vont aller de temps en temps aller chercher du bois et s'assurer qu'on a comme un bon paquet de bois à côté de son feu. Le feu est allumé par un bénévole. Euh, et pendant la nuit, il s'assure que le feu ne s'éteint pas complètement. Donc, pendant qu'on dort pendant la nuit, on va voir qu'il y a souvent des jeunes bénévoles qui se promènent à 3 heures du matin, à minuit, à 4 heures du matin, ils se promènent toute la nuit et ils mettent simplement une petite bûche dans chaque feu pour s'assurer que le lendemain matin, quand on se lève à 4 heures du matin, que le feu ne soit pas complètement éteint pour qu'il soit un peu plus facile à recommencer le matin. En général, la plupart, je dirais 95% du monde réussissent à rallumer leur feu eux-mêmes le lendemain matin sans avoir besoin d'aide, mais il y a toujours des bénévoles qui sont là prêts s'il y a une urgence. Euh, Naturellement, il y a de l'eau chaude, comme on disait avant, pour les repas. Il y a un abri d'urgence, il y aura des toilettes, naturellement. Il y a ce gros feu, le feu est en service toute la nuit, c'est ça que je viens de dire. Quand est-ce qu'on va se coucher? Sur le diapo, c'est écrit entre 8 heures le soir jusqu'à 3h30. Je vais vous dire franchement que moi, je suis sûrement dans mon sac un peu après 7 heures. Je suis un peu plus âgé que Serena, je blaguais avant. Euh, je pense que le camp or est un peu plus social qu'il l'était il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il y a plus de jeunes, franchement, qu'il y avait dans le temps. Donc, c'est un peu plus animé. Mais le monde est très respectueux. Il y a beaucoup de monde qui est fatigué. Il y a beaucoup de monde dans leur sac de couchage à 7h30. Donc, c'est pas comme il y a une grosse fête et que le monde est brillant. Et de toute façon, vous aurez amené votre bouchon d'oreille qu'on a parlé avant que c'est vraiment une bonne idée d'avoir des bouchons pour les oreilles. Mais c'est très facile d'aller se coucher entre 7 heures et 8 heures et c'est très commun. Moi, je pense que je me lève à 4 heures moins quart le dimanche matin et on repart le feu et on se prépare on fait son déjeuner et lentement, on s'habille. Le départ est encore je devrais savoir ça par cœur, c'est à 6 heures moins quart, 6 heures moins 20 le départ et on se prépare pour être prêt le dimanche matin. Des fois, vous allez voir du monde un peu bizarre qui ont des lunettes de natation pour le feu. C'est quelque chose qui empêche d'avoir de la fumée. Ça a l'air un peu idiot, mais ça marche vraiment bien. Donc, si vous êtes sensible, si vous êtes un peu inquiet de la fumée, parce qu'il y a pas mal de fumée, il y a beaucoup de feu, il y a du monde qui met des lunettes, c'est écrit lunettes de ski, mais franchement, c'est des lunettes de natation que le monde met c'est pas des lunettes de ski. Vous savez, quand on va se baigner quand on fait de la natation dans une piscine, on a des petites lunettes serrées et ça empêche la fumée d'aller dans les yeux. Souvent, j'invite le monde à avoir un petit peu une bouchée dans le sleeping bag, dans le sac de couchage pendant la nuit. Euh,
Souvent, quand on commence à avoir froid à 2 heures du matin, 3 heures du matin, c'est simplement parce qu'il nous manque un peu d'énergie. Et d'avoir un petit quelque chose à grignoter, un 200 calories, un 100 calories, ça nous aide à recommencer à partir le chauffage dans le corps. Ça nous reste à rester un peu plus chaud. Donc, j'invite le monde à avoir un petit quelque chose à grignoter pour le milieu de la nuit. Il y a beaucoup de monde qui mettent une bouteille d'eau chaude dans leur sac de couchage. C'est quelque chose que je ne fais jamais parce que je suis très inquiet que la bouteille a un petit accident et tout à coup, il y a de l'eau dans mon sac de couchage. Donc, je ne mets jamais de bouteille d'eau chaude dans mon sac de couchage. Mais c'est très commun. Il y a du monde qui emploie du papier journal. Ils amènent un petit paquet, pas beaucoup de poids, assez léger. Mais ils amènent du papier journal pour mettre dans leur botte pour absorber l'humidité. Et avant de les chercher au feu, ça aide la situation, ça enlève un peu la grosse partie de l'humidité au début. Et après ça, c'est comme un peu plus rapide pour les sécher. Vu que je fais très attention au poids de mon sac de couchage, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Euh, et aussi, on peut avoir ses vêtements pour le lendemain, les mettre dans le sac de couchage, peut-être dans un sac en plastique, pour que le lendemain, il ne soit pas complètement froid. Encore, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas, mais c'est très commun. Je me fie au feu le lendemain matin pour comme, me relancer dans la chaleur. Euh, le feu est là à 4 heures du matin, donc je passe de 4 heures à 5h30. Encore une fois, je sèche mon linge. Le matin, je ne mets pas mon linge de ski tout de suite. Je prends mon déjeuner avec le même linge que j'avais le soir avant. Et peut-être à 5h15, je sors mon linge que je vais skier avec et je le réchauffe au feu. Et je commence le processus de me changer dans mon linge de ski euh, entre 5h15 et 6h moins quart pour être prêt à partir à 6h moins quart. Je pense que j'ai je pense que j'ai bien tout couvert. Go ahead, Serena. Okay, so some pro tips for you guys. Just saying. And it's funny that you mentioned that. So ski goggles for the fire smoke. So Rael mentioned swimming goggles. So we've seen both. Ski goggles, I'd say, are probably more common, but they're quite big. And they do help a lot with the fire smoke. I have not brought some myself, but I did have a friend who lent me a pair one year when it was pretty windy, and it helped quite a bit. Swimming goggles are much smaller. You look a bit ridiculous sitting around the fire with them on, but they keep the smoke out of your eyes if that's an issue for you. Keeping a snack inside your sleeping bag at night. So often when we get cold, we need a bit of calories, especially after a big 80K ski day. So just keep a little snack inside your bag, maybe like a bar, something around 250 calories. Whatever it is you like to eat, even some cookies, doesn't matter really. A Nalgene of hot water in the sleeping bag for added warmth. So I do this. I know Rael said that he doesn't, but I get my Nalgene filled with hot water at the water station at Gold Camp before I hit the sleeping bag. Just adds a little bit of extra warmth for me. I generally am cold, not necessarily in my sleeping bag, but I just run cold in general. So I like to have that. And also then my water, when I drink it, is warm if I wake, because I often wake up and thirsty in the night. So I'm drinking warm water instead of cold, which is nice. Newspaper or paper towels inside your boots to absorb moisture. So some people will pack newspaper with them. And if you stuff that into your boots, it does absorb the moisture. I've done this at home, like when we did the virtual ski marathon, because we didn't have a giant fire to dry stuff. So I did use that trick then. I don't typically bring it to camp. I do a pretty good job of drying my boots around the fire just by moving them and opening them, taking the insoles out and whatnot. But that's a trick that you can use as well. Ski boots and damp clothes in the sleeping bag overnight.
I definitely do this. And I find that it helps dry things out quite a bit, and it keeps them warm for the next day. So my ski boots and insoles also, not like the insoles are outside of the ski boots. I just kind of shove everything into the foot of my sleeping bag. And then the damp clothes I just kind of like put in the pockets around me. So I'm a side sleeper. I'll usually tuck them behind my knees or just in front of me. And I find that it helps if they're a little bit damp. They can be, they'll be dry by the morning just from your body heat inside the bag. Something Rael mentioned for dealing with, if it's snowing at Gold Camp or if there's rain overnight. We've only had rain, I think you said twice. I've experienced it once, and that was, like the 50th anniversary in 2016. I brought myself a little sill tarp for that year and like propped it up with poles. But it was heavy to bring that. When it snowed, it was a few years ago, it snowed quite a bit at Gold Camp, and I just brought like a garbage bag with me, and I like pinned it, like safety pins, to the outside of my bag just to keep it from getting too wet or full of snow. So those are two other things that you can use. When I get into my sleeping bag at night, I get in wearing everything that I have had on at Gold Camp, and then I take things off as I get too hot. So I have a big puffy coat. Generally, I'll switch into the smaller one and get into bed with that. But I keep my booties on my feet. I keep my hands in my mitts, and then if I get warm, I take things off as needed. But that's just what works for me. So if you're someone who generally runs on the cold side, I find that works really well for me. So that's it for Gold Camp. Oh, Questions? We're done. Feel free to speak up. We've kept this as like a meeting format so that you guys can, speak if you like. Does anybody have any questions that they didn't get answered in the chat? je vais ajouter, il y a quelques minutes, au début de la présentation, Serena a mentionné que des fois, on partage on a les deux une liste personnelle de l'équipement qu'on emploie. Quand on fait ça plusieurs fois, ça dépend de la personne, comment on est organisé, mais moi aussi, j'ai une Excel spreadsheet avec chaque année ce que j'ai amené avec des petits commentaires pour me rappeler comment je vais faire les choses différentes l'année prochaine. Si vous voulez comme une liste détaillée de l'équipement qu'on a, by all means, ask us. You could, how do they ask us, Serena, in an email, or do they have an email? You can email, you guys all have my email because this from link you. came from that. So feel free to send me a personal email, and I can share my list. And Rael, if you want to share yours with mine, I can just pass them both lists and they can use their favorite. Et souvent, c'est difficile. We didn't see all of you, which is totally fine. And if we see you on the trails, we wouldn't recognize you because we all have our sunglasses on and our ski garb, and we're out of context. But if you see us on the trail, please don't be shy. Just don't trip me, but please say hello. And it's always exciting to see gold people doing their gold, especially for the first time. My first gold was in 1993. And it's something that it's been a big part of my life. I'm back there every year. I do a lot of endurance type stuff, and the ball kind of started rolling a little bit for me with Canadian Ski Marathon. So it's something that's kind of defined my outdoors and athletic pursuit a little bit. And so it's an event that's dear to me, and I'm always so excited. I remember to this day my first night at Gold Camp, how it went, and it was pretty meaningful for me to make it to Gold Camp and spend a night there, and it's quite nice.
Donc, si vous nous voyez sur le trajet, ne pas être gêné de nous dire bonjour, ça se peut qu'on ne se reconnaisse pas. Je suis le numéro 112, I'm number 112. La plupart du temps, je pense que je l'ai sur mon pack-sac. Je disais, ma première année était en 1993. Ça fait assez longtemps. Je suis de retour à chaque année au marathon. C'est un événement qui a une grosse signification pour moi. Ça m'a vraiment aidé à me connaître et à faire des événements d'endurance et de plein air. Euh, je me rappelle toujours de ma première année en 1993. C'était vraiment spécial d'arriver au camp Or, de passer une nuit. C'est comme en anglais, on dit it's mythical, c'est mythique d'être là. Euh, donc, j'espère que vous serez tous au camp Or et que vous allez avoir une bonne nuit de sommeil. Et merci beaucoup d'être faire partie de cet événement et de venir cette année. C'est une question. Oh oui, vas-y, Jean-Pierre. Euh, Si la première journée, le samedi, si on ne fait pas le cut-off à 3h30, est-ce qu'il y a un autobus, j'ai peut-être manqué, est-ce que il y a un autobus qui nous amène au camp d'or, puis on dort avec tout le monde là? Non, le camp d'or a seulement accès à ceux qui se rendent là-bas en ski. Donc, la navette va t'amener à Papineauville OK. et on te rejoint avec ton sac que tu as laissé au Gold Dorm. Ah, Et là, tu dors, tu as accès au repas que les autres ont. C'est toujours ça qui s'est passé avec ceux qui finissent par le samedi. Et on disait, on t'invite. Tu sais, des fois, c'est un peu difficile de ne pas finir le samedi. oui, Euh, ça peut être tough. c'est tough. On met beaucoup là-dedans, mais je disais avant, Serena, elle finit, je ne sais pas exactement, 60 ou 70% du temps qu'elle essaye, à peu près. Yeah, I guess like it's gone up. So probably Oui, like avec les années, yeah, c'est ça qui arrive. Good for Et you. des fois, 60 to 70%. Yeah. des fois, But au début, ça prend quelques années mhm, d'apprendre comment les choses fonctionnent. Et tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui arrive, puis là, on mhm, finit presque tout le temps. Donc, je sais que c'est difficile. Ça m'est déjà arrivé aussi de ne pas finir. Euh, mais si tu peux vraiment essayer de continuer à faire partie de l'événement, je suis sûr qu'il y a du monde qui rentre simplement à la maison. Mais le samedi, tu es à Papineauville, au dortoir, avec les autres skieurs. Et je t'invite à skier le dimanche aussi. Le dimanche, tu choisis ce que tu veux skier et tu iras sur une navette et tu auras accès au trajet, ce que tu veux. Tu ne seras pas un finissant avec une médaille, tu n'auras pas accès à avoir fini le haut, mais tu as accès au trajet, tu as payé, tu es là, tu peux skier ce que tu veux le dimanche. Et j'espère que tu skieras quelque chose, même juste pour continuer à apprendre. Oui. OK, merci. Ça va t'aider l'année d'après. Mais le samedi soir, tu dors au dortoir de Papineauville. OK, good. yeah, there's a couple of questions in the chat, so I'm just going to answer them live. Michael asked if there's any fun or nice things to bring that are not strictly needed. I'm guessing what you mean by this is just like, well, we see sometimes. I have a friend who's a friend of Rails who brings a wine every year to Gold Camp and shares. So that's a nice thing that you don't need to have. We see a lot of trinkets on backpacks. People have little stuffed animals or like memorabilia from, a family member or that type of thing. I'm not sure if that answers your question, but feel free to bring whatever you don't strictly need as long as you're happy to carry it for the duration of the I would tell you the course. most fun thing that you would appreciate is that's not strictly needed is bring fun food. I'm somebody who likes eating. If there's a special dessert that you like or something that is like really that you enjoy, because then it's not like truly wasted. It's some nice food that you can, And as a matter of fact, the same individual that brings a bottle of wine, I've known this guy for a few decades, and he now brings dehydrated food. But for about 15 years, he would refuse to eat dehydrated food. And he's somebody who likes fine dining. And he would prepare almost a gourmet meal at home on Thursday or Friday. And that's what he would bring with him. And he would always show off this amazing meal that he would eat with his wine. So, yes.
And I think one year, didn't he ski with a baguette that was sort of sticking out of his pack? Quite or something? often he would have a Yeah. nice French baguette on the outside of his pack. Yeah. Back in the 90s, I will tell you that there was a gentleman who would ski with a fish on the outside of his pack and a frying pan. And I am not kidding. Wow. Just driving Saturday morning, parking at Mhm. Papineauville is the best way to do it. Yes, that is the best way to do it. It's like the most economical, it's logistically simple. Look at our schedule for the Papineauville shuttle. It's on our skier's guide. And that's what I've done that as well in other years. It's a nice, easy way of doing the event. Gwen also asks if the bib can be picked up at the Saturday start, or is it too stressful and not suggested? Yes, you can pick up your bib at the start. If you're asking me, my opinion is that it's too stressful for me. I would not feel comfortable with that. I feel like I'd be scrambling a bit. I guess it depends. Is your bus late? You know, do you know where to go exactly? Like when you get there, I think I would feel too flustered. So I think that's really a personal decision. We do have a lot of people that are planning to pick up at the start. So I think you just need to gauge whether it's going to create more stress to the start of your event than you. I have the same opinion. Mm-hmm. By all means, and you know, I think I'm a pretty relaxed person, and I've done this event lots, and I'm not I'm not nervous at the start of the event, but I want things to go well, and I don't want little things to go wrong, and I try to eliminate risk to something screwing up my weekend. Not that we don't have lots of people pick up their bib and chip, but I don't want to be doing that at the last minute. That's just not the way I'm wired. But it's done. Lots of people do it. Yeah, I would suggest that if that's your plan, to get on the very earliest bus out of Papineauville, to make sure you have enough time to get yourself sorted. Are there any other questions? Almost been for 2 hours. Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait presque 2 heures qu'on est là, puis vous n'avez pas quitté l'appel. Donc, j'apprécie avec toute humilité que vous êtes content de nous écouter parler pendant 2 heures de temps. Et j'espère que vous avez aimé le format. Je sais que c'est des fois un peu encombrant, mais j'aime ça que l'événement est un événement assez bilingue. Et je suis toujours content qu'on ait comme un mix de français, anglais, thrown in all at the same time. It's kind of nice. Merci beaucoup, Michel. Thank you, Michael. Donc, any last words, Serena? No, I'm bib number 420. So if you see me out there, please say hello. It'd be nice to meet you guys. Have fun. Yes, don't forget to smile and have fun. Un gros sourire et faut pas oublier qu'on fait ça parce que c'est le fun. Pour avoir du plaisir. Mm-hmm. Yeah. And have fun. Yeah, have fun. Have a great time. And I look forward to meeting you guys. That's it. We're done. I will now stop recording.